Voilà, je suis Pascal Morel d'Ortus et je suis heureux de vous retrouver pour la plupart d'entre vous ce matin ici chez notre ami Frédéric. Frédéric, merci de nous recevoir chez toi. Oui, merci Pascal, merci à vous. Ravi de vous accueillir au sein de l'entreprise. Alors, je vous assure que la configuration des lieux n'est pas celle-ci en temps normal. Ici, vous êtes sur le plateau opérationnel de BePatient, donc il y a beaucoup de tables, beaucoup d'ordinateurs. Mais on s'est dit qu'on pouvait transformer les lieux pour vous accueillir pour cette première. Alors, soyez indulgents, parce que c'est une première. En tout cas, on est ravis de la partager avec vous. Eh bien, merci Frédéric. Alors, c'est un plaisir de présenter à ses amis ici réunis, de présenter un nouveau bébé. Alors on lance un nouveau bébé avec Frédéric et en tout bien tout honneur, encore que, on n'a peut-être pas besoin de le dire, enfin nous avons créé un nouveau bébé que nous avons conçu avec Frédéric Durand-Salmon. Voyez-vous, nous sommes modernes et nous l'avons fait avec l'aide de nombreuses fées et des anges qui sont autour de nous. Alors nous les remercions et nous les remercierons encore à la fin, si tout se passe bien, nous les remercierons à la fin de cette matinée. Alors, nous annonçons donc la création de TNT. Retenez bien ce sigle. TNT, il faudra s'en souvenir, c'est une série de rencontres intelligentes sur les transformations et les transmissions dans le monde de la santé. Je salue nos confrères et consoeurs journalistes et en particulier celles et ceux de Presse Info Plus. Renaud Degas est là, notre partenaire du jour. Je remercie également les experts présents et de leur confiance, de leur amitié, de se lancer avec nous dans cette première séquence et de leur intérêt, en tout cas de l'intérêt qu'ils nous portent et l'intérêt qu'ils portent à notre projet TNT. Nous avons de grandes ambitions avec Frédéric, disons-le, celle de comprendre, et ce n'est pas rien, les grandes mutations de notre monde. Comment s'opèrent les changements? Quels sont les potentiels de développement? Comment s'opèrent les rencontres entre les cultures digitales et médicales? Et rien de moins, ici, le digital transformera-t-il, nous posons la question, le digital transformera-t-il notre vision de la santé et l'exercice de la médecine? Tenez-vous bien. Voilà, notre association, celle de Ortus et de BePatient, c'est celle de deux approches qui se rapprochent, celle de l'information et de la communication, et puis celle du digital avec, disons-le clairement, ce matin, avec ce que l'on fait de mieux, de plus innovant dans le digital. Alors nous avons, Frédéric, plusieurs séquences, un projet, on le décrit un tout petit peu, quelques mots? On le décrit maintenant? Oui. Quelques mots. D'accord. Pour nous mettre dans l'ambiance. Le digital, pour reprendre ce qu'a dit Pascal, le digital dans son ensemble, l'algorithmie, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, ça représente une ère nouvelle, ça représente, je pense, une énorme opportunité qu'il va falloir appréhender, qu'il va falloir évaluer. C'est une transition du monde de la santé. Alors c'est vrai qu'on a repris deux termes, la transformation des systèmes de soins, on place le patient au cœur et on capitalise sur les nouvelles technologies pour réinventer des prises en charge, on l'espère plus personnalisées et optimiser la coordination des soins. Et la transmission, c'est pas que le digital, mais c'est la transmission des connaissances, c'est la transmission des expériences entre les patients et les professionnels de santé, entre les professionnels de santé eux-mêmes, dans le cadre de la télémédecine. C'est la création d'organisations nouvelles, innovantes, de nouveaux métiers, et je l'espère, c'est la transmission de nouvelles idées. Enfin, c'est en tout cas le pourquoi de cette réunion aujourd'hui avec vous. Merci Frédéric. Alors d'abord, on débattra ensemble, vous poserez des questions, et puis on essaiera avec nos invités que je vais vous présenter au fur et à mesure de leur intervention. Nous répondrons évidemment à vos questions, nous serons interactifs. Alors Frédéric, nous avons, donc tu l'as dit, plusieurs étapes. La première, c'est de nous intéresser au design, au financement et à la construction de solutions. Alors nous avons invité dans cette première phase, ce matin, on va faire une petite table ronde, on va essayer de manier le concept, d'avoir quelques réflexions théoriques, en demandant quand même à nos amis d'essayer de nous donner en permanence des exemples. Puis ensuite, nous serons pas tout à fait en direct avec la Hollande. Et nous recevrons Simon Injas, qui est un prof.
qui est un prof de professeur de médecine. chirurgie bariatrie de l'hôpital Katharina d'Eindhoven. D'accord. Alors malheureusement, Simon devait être avec nous, il n'a pas pu à la dernière minute, donc on a organisé une interview et on vous passera le film, cette interview, qui est un témoignage intéressant. Voilà, et l'originalité de notre démarche, voilà, nous essayons, c'est également la troisième phase, avec des jeunes. Alors avec des étudiants de l'école des mines qui sont ici avec leurs professeurs et qui viendront vous donner ce qu'on a appelé l'œil des étudiants. Donc on essaiera sur les différentes séquences, les différentes réunions qu'on aura au cours de cette année de faire intervenir à chaque fois une école différente. Et là, l'école des mines a travaillé sur le sujet de l'innovation organisationnelle et du digital. Et ça nous paraissait intéressant d'avoir la fraîcheur de l'œil de l'ingénieur sur le milieu de la santé. Espérons qu'ils ont le bon œil et pas le mauvais. Oui. Et la fraîcheur. La fraîcheur. Et après, ce sera ouvert, on fera une petite pause. Et puis... Après, l'idée, c'est que vous puissiez aller éventuellement dans la salle qui est au fond sous la verrière. Il y a des solutions, c'est en mode interactif workshop. Et puis la possibilité de discuter, évidemment, autour de café. Et voilà, un peu de convivialité, d'interactivité. Et surtout de voir un petit peu, en fait, concrètement dans le fond, des solutions pratiques, puisque l'idée, c'est aussi d'être pratique. On va commencer comme ça tout de suite. Dominique Meigne, vous êtes le directeur général de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, c'est quoi? C'est une institution qui nomme des ministres? Non, mais elle les forme. Bien, voilà. Donc la Haute Autorité de Santé, c'est une grande institution de santé. Nous le savons maintenant, depuis que, effectivement, la présidente de la Haute Autorité de Santé est devenue la ministre de la Santé. Première question comme ça, pour se lancer, comment vous regardez ces évolutions? Comment les institutions de santé, comment les pouvoirs publics, comment les autorités, comment les administrations, je ne sais pas comment vous vous appelez, comment elles regardent ces évolutions, notamment l'introduction, l'intrusion, l'arrivée du digital, en un mot pour se lancer? Oui, je trouve que le terme intrusion est peut-être adéquat, tout compte fait. Je pense qu'on est tous assez bousculés quand même par ce que, les mots valises ont le sens qu'on veut bien leur donner, mais c'est quand même une forme de révolution digitale, numérique qui est en train d'arriver. D'autant plus que, à la différence de ce qu'on a l'habitude de voir, on voit des innovations dites de rupture, disruptives aujourd'hui, selon les termes qu'on aime employer, qui sont arrivées dans l'histoire des pratiques médicales, des pratiques professionnelles dans le champ de la santé. Bon, par exemple, on peut citer, je pense, entre les années 70-80, puisqu'il y a une dimension transmission chez vous, tout ce qui était les nouvelles approches de l'imagerie qui ont révolutionné beaucoup de champs de pratique. Là, c'est pas le cas, c'est autre chose. C'est que c'est une révolution qui concerne l'ensemble des champs sociaux qui arrivent, et pas d'ailleurs si rapidement que ça, qui arrivent dans le champ de la santé. Donc en fait, on est collisionné d'une certaine façon à ce qui concerne la totalité des pratiques sociales. Et par ailleurs, on ne peut pas dire que, en dépit de quelques geeks bien connus ou de quelques éclairés initiés qui l'ont véritablement parfois métabolisé ou qui ont fait un fonds de commerce autour de ça, on ne peut pas dire vraiment qu'on a été très anticipateur Donc, que faisons-nous pratiquement? On essaie de comprendre ce qui se passe et d'être réactif. Voilà, je crois que le terme de réactif est aujourd'hui le bon. Par exemple, pour donner du factuel, dans nos commissions, aussi bien celles qui évaluent le médicament que celles qui évaluent les dispositifs, dans les commissions d'évaluation des produits de santé, qui sont quand même le cœur matriciel de ce que nous faisons face à cette révolution-là, eh bien, on est en train de se constituer des doctrines sur la façon d'aborder ces innovations. Le point nouveau, je pense, pour l'ensemble de nos institutions, c'est que cette révolution qui donc concerne la totalité de nos vies à nous tous, et pas que le champ de la santé, ne se fera pas sans la participation, la vraie, et pas l'alibi,
des usagers eux-mêmes. On est sur les usages. Les usages se feront avec les usagers. Et ça, c'est nouveau dans le champ de la santé. Ça aussi, ça nous bouscule. Je veux dire, on ne pourra pas proposer, on ne pourra pas imposer des technologies qui supposeront de l'interaction entre les patients et les professionnels sans qu'elles soient appropriées et, d'une certaine façon, construites avec les usagers. C'est ce que l'on appelle, dans le fond, l'importance des usages. C'est-à-dire que, pour traduire, pour essayer de compléter ce que vous dites, on ira une innovation médicale, technologique, chirurgicale, etc., ne sera effectivement intégrée que si elle correspond à des demandes de patients, à des usages professionnels. Que si elle est co-construite, si elle prend en compte, alors je veux dire des mots qui sont pas habituels dans le champ de la médecine, mais si elle prend en compte toutes les approches qui sont celles du marketing, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire celles qui prennent en compte la dimension, qui est la dimension d'adhésion des consommateurs ou des usagers de soins à des produits ou des objets qui les concernent. Je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais ça prend beaucoup de temps pour une... On est mal organisé, hein, comme tout le monde, d'autant plus que le problème des institutions publiques, c'est qu'elles sont amenées à anticiper un peu, à réguler beaucoup dans un contexte qui est celui de sociétés dans lequel les dépenses publiques sont contraintes. Hein, donc, c'est pas que chez nous. C'est pas que chez nous. Je lisais hier que le NHS anglais, qui, de ce point de vue-là, a quand même 10 ans d'avance sur nous, envisage de valoriser, c'est-à-dire de vendre ces données cliniques à des opérateurs pour financer ces programmes de recherche. Bon. Donc, ça vous hérisse les cheveux. On n'y est pas encore. Hein. Non, on n'y est pas encore. J'espère qu'on n'y sera jamais. Mais ça montre qu'on est quand même tous dans une situation où on est obligé de faire beaucoup appel à la fois à l'énergie collective et donner envie à la fois à ceux que sont les partenaires de cet écosystème de régulation et d'animation du champ de la santé, et aussi d'être en réponse et ce qu'on appelle en économie business friendly, il faut être évaluation friendly par rapport aux porteurs de projets. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a des dispositions, notamment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont une sorte de changement de paradigme par rapport à ça. Restons-en là, allez un peu plus loin. Donc ça, j'imagine que vous parlez de l'article 35, de l'article 36 du PLFSS. Je ne sais pas si tout le monde le connaît ici. Il n'est pas facile à lire ou à décrypter. Comment vous le décryptez en quelques mots? Puis je pense il n'est pas si Clémence compliqué que ça, avec Clémence qui le connaît mieux que nous à la HES pourra donner la vision de ceux qui l'ont construit. Enfin, 35 c'est quoi et 36 c'est quoi? C'est surtout 35. Hein. 35, 36 pour aller vite. Hein. 36 c'est comment être en raccord avec 35 sur le fait qu'il y a eu des évaluations et qu'on va changer de paradigme. Donc on était, pour prendre le champ de ce qui est une partie de cette révolution digitale, de ce qu'on a appelé la télémédecine, téléexpertise, téléconsultation, on était dans un système qui était quand même, il faut bien le dire, très régulé, très ceinture et bretelles, c'est-à-dire qu'on acceptait de faire un pas en avant que dès lors qu'on était garanti par des évaluations. Bon. Voilà. Ça montrait que c'était très difficile à mettre en place parce que c'est à la fois énergivore, c'est à la fois budgétivore, ça demande beaucoup de temps, c'est chronophage et ça renvoie et ça ne va pas aussi vite que les usages. Bon. Donc l'article 35, je pense que pour moi, je pense qu'on le disait avec Clémence avant de démarrer, c'est une vraie révolution culturelle des régulateurs, enfin des pouvoirs publics, qui changent totalement de paradigme, c'est-à-dire que plutôt que de définir des cadres dans lesquels on dit tout ce qui est interdit et où on essaie d'organiser d'une façon très procédurale ce que l'on veut faire, on ouvre des champs, non pas d'expérience, mais des champs d'expérimentation dans l'action directe sur l'ensemble
des pratiques organisationnelles. Enfin, les expérimentations, c'est pas nouveau, notamment en France. Oui, non, mais c'est pas la même chose. Là, avec, bon, Clémence le développera, ouais, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sur des objets d'expérimentation, on sera sur de la vraie vie, on sera sur de la vraie pratique. C'est-à-dire qu'on va dans l'ensemble du champ des organisations, ça touchera l'hôpital, ça touchera la médecine de ville, ça touchera surtout l'hôpital et la médecine ambulatoire dans leur continuum, ça touchera les produits de santé, leur évaluation, ça touchera tout ce qui est lié à la coordination entre professionnels et à leur mode opératoire de collaboration. On mettra en place des cadres de dérogation, parce que c'est le terme habituel qu'on emploie, c'est-à-dire qu'on va déroger à ce qui existe aujourd'hui et on va le mettre dans la vraie pratique. Alors évidemment, bon, avec de la revue et par ailleurs aussi un droit et même un devoir d'initiative des pouvoirs publics à donner des orientations et même à produire des prototypes et à mettre sur le marché de l'article 35 un certain nombre d'axes. Hein. Mais c'est quand même une révolution complète et je ne suis pas certain que beaucoup de pays, de ce point de vue-là, les faire avant nous. Je pense qu'il y a qui est à la manœuvre sur ce sujet. Dans l'article 35, il y a des faits, c'est clair. Les faits, c'est, je pense, une forme de maturité aujourd'hui des régulateurs, c'est-à-dire l'État, l'assurance maladie, ce qu'on appelle l'écosystème de régulation, les agences régionales de santé, les institutions comme les nôtres. Il y a une forme de maturité sur le fait qu'il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge et qu'on ne bouge pas de n'importe comment, de façon désordonnée, et qu'on fasse appel aux initiatives et que les lignes bougent dans un sens qui n'est pas nécessairement décrit ou prescrit dès le départ. Il y a une dimension un peu lâcher prise et une dimension faire confiance. L'important, l'enjeu, ce sera que ce ne soit pas que l'affaire des administratifs et des pouvoirs publics, et que ça devienne un enjeu pour l'ensemble des acteurs professionnels. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui, je pense, alors, pourquoi on est arrivé à ça? Bon, je pense que c'est le sens de l'histoire. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a une volonté commune, je pense, qui est complètement partagée au plus haut niveau de l'État. Bon, qui renvoie aussi à l'abord des politiques publiques de ce gouvernement, c'est qu'on ne peut pas rester dans une situation où, par exemple, on considérait que la télémédecine était par définition ou par nature inflationniste et qu'il fallait la réguler, c'est-à-dire lui interdire de se développer tant qu'on n'avait pas réussi à ressourcer des économies ailleurs. La dynamique de l'article 35 et notamment du fonds... dont je ne sais pas, Clément, si on peut dire que c'est un fonds qui se recharge, un fonds rechargeable. Hein. Bon, il se rechargera des économies qu'il induira. Bon. Donc il y a vraiment une volonté de donner confiance aux acteurs. Oui, Clémence Mimpin, sur ce point, et notamment avec Patrick Jourdain, merci, tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance de ces sujets. Définissez-nous, si vous en êtes capables, l'un et l'autre, je pense que vous y arriverez. Définissez-nous ce qu'est la télémédecine. C'est pas si simple. Alors, qui le fait? L'un et l'autre, allez-y. Alors, la télémédecine, il y a... Alors d'abord, je vous ai présenté, vous êtes à la DGOS. Direction générale de l'offre de soins. Quelle est votre activité à la DGOS? Alors actuellement, moi je suis chef de projet sur la réforme des groupements hospitaliers de territoire. Après avoir été en charge notamment de la stratégie nationale de déploiement de la télémédecine. Et donc j'ai poursuivi sur d'autres responsabilités, mais j'en dirai un mot. Tout ça converge et se retrouve aujourd'hui quand on regarde ce que sont devenus et ce que deviennent en fait les groupements hospitaliers de territoire. Voilà. Et comme rien n'est laissé au hasard avec Frédéric Durand-Salmon, c'est effectivement cette double expertise et compétences qui nous intéressaient en vous invitant ce matin. Alors, je vous laisse poursuivre sur une petite aide, un peu de sémantique sur la télémédecine.
Oui, alors télémédecine, il y a un cadre législatif et réglementaire qui dit précisément ce que c'est, avec une énumération d'actes, téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance, régulation centre 15. Je pense que le sujet, il n'est pas tant de qualifier les actes et de savoir dans quelle case on tombe, que de se dire qu'en fait la télémédecine, c'est un exercice de la médecine à distance, avec des technologies qui viennent, qui permettent justement de ne plus être exclusivement en présentiel. Donc potentiellement, ça peut être très large. Donc c'est un exercice de la médecine, ça n'est pas défini uniquement par la présence d'un médecin. Il faut distinguer avec tout le champ plus large de la télésanté, où il peut y avoir du médecin, mais pas forcément d'exercice de la médecine avec prise en charge clinique des patients, etc. Et donc, les débats qu'on a aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on place cette frontière-là, avec des discussions qui aujourd'hui montent du fait des pratiques sur des sujets de téléconseil, de téléinformation médicale, voilà, qui aujourd'hui téléexpertise. Alors, téléexpertise, attention au terme. Enfin, nous, ce qu'on appelle téléexpertise du point de vue du régulateur, parce que c'est qualifié réglementairement, c'est lorsqu'un médecin donne un avis sur des données cliniques à un confrère qui lui a demandé un avis d'expert. Donc là, cette notion de téléexpertise au sens réglementaire, on est bien dans le champ de la télémédecine. Donc, pour revenir à votre question, on a ce premier sujet qui est où est-ce qu'on place la frontière, et il suffit pas de mettre un médecin et de la technologie pour être forcément dans le champ de la télémédecine, et on a un champ beaucoup plus vaste qui est celui de l'e-santé, et le questionnement qu'on doit avoir, c'est à partir de quand on rentre dans de l'exercice clinique avec potentiellement le sujet qu'il y a derrière, un remboursement par l'assurance maladie, et où est-ce que on est dans d'autres registres qui appellent peut-être d'autres financeurs, d'autres modèles économiques, etc. Oui, je me méfie toujours, enfin, je suis sûr que nous allons nous en sortir ce matin, je me méfie toujours de ce qui n'est quand même pas précis, qui est un peu vague. À un moment ou à un autre, les acteurs, qu'ils soient d'ailleurs hospitaliers, industriels, médicaux, ils ont besoin d'idées simples, et notamment dans les recherches de financement. Alors, vous m'avez un peu répondu sur la télé-expertise, mais télésurveillance, par exemple, télémédecine. Vous parlez du centre 15. En quoi et pourquoi Est-ce que d'ailleurs, plutôt l'article 35, voire 36, inclut ces champs-là? Je voudrais qu'on soit précis. Alors, télésurveillance, c'est totalement dans le champ de la télémédecine, au sens où c'est un professionnel médical qui va monitorer à distance un patient, alors vraisemblablement un patient atteint d'une pathologie chronique, plutôt que de le faire venir à son cabinet ou à l'hôpital. Je réagis aussi par rapport à votre question. Moi, je suis pas forcément partisane d'essayer de définir et qualifier excessivement a priori ce qu'est la télémédecine, parce qu'on est aussi dépassé par les pratiques et les innovations. Et on peut avoir aujourd'hui une vision a priori de ce qu'est l'exercice médical au vu de la façon dont il s'exerce aujourd'hui. On n'est pas forcément en capacité d'anticiper des innovations qui peuvent être des innovations sur des pratiques, des organisations, des techniques. Et donc, il faut aussi qu'on se prémunisse de vouloir être trop rigoriste dans la qualification pour laisser cet espace à l'innovation. Et comme le disait Dominique Meigne juste avant moi, sur la télémédecine, on se rend compte que on s'est fait dépasser par les pratiques. Le régulateur a eu des années de retard par rapport à ce qu'étaient les pratiques à l'étranger, mais même en France, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui entre les professionnels. Et ce retard, Clémence Mimpin, il le rattrape ou pas? Dominique Meigne a l'air de dire, dans un mouvement d'enthousiasme débridé, que nous sommes les meilleurs parce que vous êtes le plus jeune. Moi, je partage son optimisme.
Mais oui, enfin, l'essentiel, c'est que franchement, les professionnels de santé le partagent aussi. Alors, les professionnels de santé, me semble-t-il, et là je vais retomber sur ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, à savoir les groupements hospitaliers de territoire, les professionnels de santé le partagent. Quand on regarde donc cette réforme là, des groupements hospitaliers de territoire qui s'est mise en œuvre à un rythme assez accéléré et sur la totalité du territoire français, parce que je rappelle qu'on est quand même sur une réforme inédite dans le sens où on couvre tout le champ de l'hospitalisation publique. On regarde aujourd'hui, à peine un an et quelques, pas tout à fait 2 ans de la promulgation de la loi de santé, ce que sont devenus ces groupements hospitaliers de territoire. Ce sont devenus donc 135 territoires, 135 projets médicaux partagés. Quand on lit ces projets médicaux partagés, 91% abordent des projets de télémédecine. Donc quand on dit aux hospitaliers, pensez gradation, pensez projection en proximité, pensez hôpital de demain, hôpital d'hier, des lits, hôpital de demain, un centre de compétences, un centre d'équipement qui rayonne et qui partage une responsabilité avec d'autres acteurs sur un territoire. Quand on leur dit ça, qu'est-ce qu'ils nous répondent? À 91%, ils nous répondent projet de télémédecine. Ils nous répondent 3 types de télémédecine. La projection en proximité la plus facile parce qu'elle a un équivalent en déplacement présentiel, donc c'est la téléconsultation en lieu et place des consultations avancées, la téléexpertise. Ils nous répondent également quelles innovations organisationnelles pour des activités très imagées et très hospitalières, téléanatomocytopathologie, téléimagerie. Et ils nous répondent aussi, et je pense que là c'est un des champs les plus intéressants à explorer, télésurveillance. Pourquoi je dis que c'est un des champs les plus intéressants à explorer? Parce que la téléconsultation, j'ai envie de dire, on a son équivalent dans les pratiques d'hier, qui est la consultation avancée, la consultation au cabinet. La télésurveillance, ça ouvre de nouvelles possibilités parce qu'elle va permettre à des professionnels de pouvoir manier des données cliniques en masse, recueillies en continu, là où hier, elle maniait des données cliniques sur un épisode devenu du patient à l'hôpital ou au cabinet pour pouvoir assurer un suivi ponctuel et périodique. Et donc télésurveillance aujourd'hui, on le voit sur les pathologies chroniques un peu clés, insuffisance cardiaque, BPCO, diabète. On voit des choses très structurantes aujourd'hui dans les projets médicaux partagés des hospitaliers, mais aussi émerger dans le cadre des précédents cadres expérimentaux en embarquant aussi des professionnels de ville. Je demande à Patrick Jourdain de préciser ces champs administratifs, mais aussi vu du médecin que vous êtes, cardiologue. Dites-nous un petit peu ce que vous faites et qu'est-ce qui vous intéresse, enfin, pourquoi vous êtes tellement intéressé à ces sujets de télémédecine. Et puis vous nous définissez, vous contribuez à compléter la définition que Clémence Mampin a donnée. Alors, moi, je suis cardiologue. Ma spécialisation, c'est plutôt dans les maladies chroniques, la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque, mais également de polypathologie. Et puis, un champ aussi assez nouveau chez nous, au moment où on parle de numérique, c'est la formation du patient et de ses proches. Parce que le vrai virage, en fait, il se fait là. C'est que là où avant, on soignait un organe, 2 organes, 3 organes, maintenant, on va soigner un patient. Un patient dans son milieu, un patient dans sa vie, un patient dans son travail. Et c'est ça qui va nous amener à avoir la nécessité d'évoluer. Alors voilà, après on peut toujours se dire, finalement là on va être dans un élément, on va parler numérique, on va parler santé, mais alors comment ces 2 mondes peuvent cohabiter? Et c'est ça la grande question. Eh bien, très simplement, on va dire, voilà, dès qu'on parle industrie, le modèle, c'est justement essayer d'avoir quelque chose un peu de standard, de modélisable, de programmable. Alors que nous, les pauvres médecins, ça va être simplement d'essayer de faire pour s'adapter au patient, à chaque patient, dans sa diversité de sa maladie, dans la diversité de sa personnalité. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'art médical. Parce que on est obligé à chaque fois, nous, non pas de raisonner avec un algorithme, mais d'essayer de raisonner avec un patient.
Et c'est vrai qu'on se dit toujours comment on va pouvoir faire pour faire cohabiter ces deux mondes. Mais cohabiter ces deux mondes, c'est finalement assez facile d'une certaine façon. Parce que l'idée, c'est de permettre aux médecins de se focaliser sur le soin, en s'affranchissant des distances, en s'affranchissant du temps. Et comme disait Clémence Mapin, pour revenir sur nos définitions, alors la téléconsultation, c'est quoi? C'est quand, dans votre parcours de soins, pour votre suivi, vous aviez besoin d'un médecin, mais que vous êtes loin d'un médecin. Eh bien, quelque part, là, la téléconsultation peut vous permettre d'avoir un accès. Et cet élément d'accès, c'est un élément crucial parce que c'est le point d'entrée dans le système. La téléexpertise, c'est quoi? C'est quand votre médecin qui vous suit, votre médecin généraliste, qui va connaître bien l'ensemble des pathologies, mais qui ne sera pas expert dans votre pathologie du moment, aura besoin d'un avis, aura besoin d'un conseil. Plutôt que de dire « prenez un rendez-vous chez le cardiologue et mon délai de consultation, c'est plus de 6 mois ». Vous voyez qu'on en remettra un peu de temps. Eh bien, il va avoir l'avis immédiatement ou rapidement par téléexpertise auprès d'un confrère qui va être le spécialiste de cet organe et qui, lui, va apporter une véritable valeur ajoutée au moment nécessaire. Le troisième élément, c'est la télésurveillance. La télésurveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, exactement comme l'a dit Clémence, en fait, on voyait le patient un jour donné par an. Et donc, bien sûr, quand vous allez voir votre docteur, vous prenez bien vos traitements. Comme vous avez pu venir, vous êtes en général en meilleure santé que quand vous venez aux urgences. Là, la télésurveillance, elle nous permet de ne plus être aveugle 364 jours par an. Donc, vous voyez le changement que ça donne. Simplement, il faut toujours réfléchir en se disant, mais finalement, derrière, il va falloir répondre au défi qui est la gestion de l'information par le médecin. Parce que déjà, avec toutes les informations qu'on a, les recommandations, ce qu'on doit faire au quotidien, tous les éléments administratifs, avoir les données tous les jours, si on n'est pas aidé par un mécanisme numérique, on ne pourra pas traiter les choses. Et c'est ça le vrai défi, c'est associer les données pour en faire un tableau de bord simplifié. Le grand défi, ce n'est pas de récupérer de la donnée, on dit toujours big data. Mais le problème, ce n'est pas la data, c'est l'analytics qu'il y a derrière. Et c'est en ça que ça va profondément transformer notre paysage. Et ce d'autant plus que le dernier élément qui va chapeauter l'ensemble, c'est la place du patient à travers cet élément de e-santé. C'est quoi, on va dire, la e-santé? C'est qu'auparavant, le patient, il ne savait pas comment se suivre, comment optimiser son cadre de vie avec sa pathologie. Et quelque part, même s'il était au centre de l'attention, il ne faisait pas partie du cercle des décideurs. La e-santé, c'est mettre le patient, non pas au centre, mais c'est mettre le patient dans notre prise de décision en tant que collègue. Nos amis vous poseront des questions. J'ai l'impression que comme le temps imparti est assez court, nous avons à peu près compris maintenant le champ de la télémédecine, enfin le champ du digital, ce qui nous intéresse. On a un petit peu vu les questions d'organisation et de financement. Franchement, avez-vous l'impression que les médecins comprennent sur le terrain, vos confrères, comprennent ces enjeux? C'est vrai qu'on dit souvent que les cardiologues voient un intérêt assez manifeste, mais les autres, les tas d'autres, un hôpital, un médecin généraliste déjà accablé, dit-il, par les tâches administratives. En quelques mots. Mais très simplement, on a toujours l'impression que les gens se font une montagne parce qu'on ne leur présente pas forcément bien la télémédecine. Vous savez, c'est comme d'habitude, on vous met un ordinateur, on vous dit allumez, tout sera automatique. Ça ne marche jamais. Mais à partir du moment où les gens voient que c'est un élément de création de valeur pour eux, parce que ça leur économise du temps, parce qu'en fait ça simplifie les informations. Là où on mettait 15 coups de fil pour finalement avoir un interne qui est de garde et qui vous dit oh ben non, moi j'aurais fait différemment, envoyez-le aux urgences, et que là on va avoir un avis, eh bien tous ceux qui l'essayent en fait vont l'adopter. Mais l'élément clé, c'est la simplicité et l'ergonomie. Bon, franchement, essayer, c'est adopter. Jérôme Nouzareth, vous êtes le président d'un grand groupe de cliniques. Comment vous regardez ça? Et d'abord, pour aller vite, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites face à ce que les uns et les autres disent nous sommes dans une révolution, encore qu'il ne faut pas toujours s'exciter, tout le monde emploie ce terme de révolution. D'ailleurs, je dirais même que la médecine a connu des phases d'évolution, de progrès médical considérables. Après tout, celle-là, elle n'est peut-être qu'une parmi d'autres. Mais enfin, un groupe comme le vôtre, de cliniques, d'établissements, et puis peut-être vous direz un mot avec Clémence Mapin sur les GHT. Jérôme Nouzareth. Transmission et transformation, c'est ça Transformation et transmission. Transformation et transmission, je trouve que sans flagornerie, c'est bien choisi, parce que les aspects de transformation,
on les présente comme des aspects organisationnels, mais on oublie parfois qu'il faut former les gens, avoir le changement, et donc j'imagine que c'est ce qu'il y a dans Transmission. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Claude Jourdain. Les médecins, pour parler d'eux, mais on pourrait parler des autres professionnels de santé, ont toujours pris l'innovation lorsqu'elle était pertinente. La voiture, les téléphones, etc., etc. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je vais même jusqu'à dire que je pense que ça fait partie intrinsèquement, et d'ailleurs on le voit dans le code de déontologie, puisque c'est essayer de prodiguer les soins les plus avancés du moment, etc. Donc, je pense qu'il y a un état d'esprit qui est tourné vers l'innovation. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet, pour peu que ça soit simple. Et c'est là où je dis, et je partage, d'ailleurs je l'ai écrit et je l'ai dit, je partage l'optimisme, et maintenant, enfin, les ennuis commencent, mais je partage l'optimisme de Dominique Maine sur le fait que je pense qu'on a une vraie révolution culturelle qui nous est proposée par les pouvoirs publics, qui est le fait de pouvoir laisser prise, j'ai entendu, et puis innovation, confiance. Bon. Lâcher prise. Hein. Lâcher prise, oui, pardon. Lâcher prise et puis confiance. En tout cas, c'est résolument la direction dans laquelle nous avons envie d'aller. Parce que finalement, nous sommes un groupe de cliniques. Qu'est-ce que c'est qu'une clinique? Alors, pardon, je ne veux pas faire des choses un peu abstraites, mais une clinique, c'est des infrastructures, en l'occurrence, c'est le plateau technique, l'immobilier, etc., etc. Et puis, c'est une relation de service vis-à-vis des patients et des médecins. Il faut le dire. Des patients et des médecins. Donc, nous avons... Je vais faire exprès de prendre ce mot, nous avons deux clients, les patients et les médecins. Les médecins ont toujours été exigeants, c'est normal, et les patients le deviennent de plus en plus, et c'est tout ce qui a été dit précédemment, et je pense que c'est là, en tout cas, un vrai changement, une vraie transformation, en tout cas une vraie évolution, c'est que les patients d'aujourd'hui ne sont pas les patients d'hier et encore moins les patients de demain. Mais c'est simple. Je crois que Madame la Ministre a dit, et ça résume un peu ce que dit le docteur Jourdain, elle a dit désormais il va falloir non plus soigner pour les patients, mais soigner avec les patients. Avec. Donc, nous, notre métier, c'est ça. Et dans cette évolution-là, nous sommes amenés naturellement à chercher comment continuer à mettre en œuvre des infrastructures qui vont, Clémence Mappin le disait à l'instant, qui vont changer de nature. L'immobilier va se transformer. Demain, l'infrastructure digitale fait partie de l'infrastructure des opérateurs de soins que nous sommes. Donc l'infrastructure va changer de nature. Et comme notre métier, c'est de servir nos clients, les patients et les médecins, eh bien, on va les servir là où ils souhaitent qu'on les serve. Et le digital nous sert parce que ça nous permet de nous déplacer. Et là où ils veulent et comment ils veulent qu'on les soigne, les uns et les autres. Voilà. Alors, je crois que, et pardon d'insister un peu, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on a, a fortiori, parce que on a vécu 5 ans un peu difficiles par ailleurs, mais on a aujourd'hui une, je ne sais pas si c'est fenêtre, ou je ne sais pas si c'est opportunité, ou je ne sais pas si c'est un moment, enfin, en tout cas, que moi je trouve absolument passionnant, fantastique. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Je pense n'avoir rarement vu un moment aussi passionnant. Parce que enfin, et c'est tout l'esprit de l'article 35, je crois que Olivier Véran a dit que c'était l'article du BLFSS et peut-être l'article du quinquennat, et je suis d'accord avec lui. Enfin, peut-être, en tout cas je l'espère, et soyons conscients qu'il y a tout à écrire, tout à inventer, et que les forces de rappel sont très fortes, peut-être même au sein de l'administration. Donc il va falloir être vigilant. Et puis surtout, au-delà d'être vigilant, il faut être proactif. Osons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut être que l'administration peut reprendre la main. Aujourd'hui, le charme de l'article 35, même si il faut bien sûr. Enfin, l'administration ne me paraît pas manquer de charme. En tout cas, ce matin. Le charme de l'administration. Je le dis. Attention, je le dis devant la caméra. Le charme de l'administration, c'est dire bon, mais c'est très bien. Alors, donc, le charme de l'article 35 aujourd'hui, c'est qu'il dit pas grand-chose. Enfin, il dit on peut tout.
Et le risque, c'est que l'administration dise, bon, ok, on peut tout, mais vous allez le faire petit A comme ça, petit B comme ça, petit D. Non. Moi, ce que j'ai entendu de la part du président de la République et du Premier ministre et de Madame la ministre, c'est initiative, oser, confiance, innovation, entreprise, entrepreneuriat, etc., etc. Bon, Jérôme Nouzarède, pareil, d'un enthousiasme débordant, c'est bien. Mais je le revendique. Dites-moi, si vous voulez dialoguer avec nous, c'est le moment. On a fait un premier tour de table. Si vous voulez nous poser quelques questions, bien écoutez, je viens vers vous. Bonjour, Christophe Clément-Cotiuse. Donc, je suis là à deux titres. Bon, j'interviens pas mal sur les GHT, puisqu'en ce moment, je suis sur 5 schémas directeurs informatiques de GHT. Et surtout, au titre j'anime le comité santé du Syntec numérique de côté industriel. Et ça fait depuis 2006 qu'on suit les affaires de télémédecine, télésanté. Et la question, c'est quand est-ce qu'on aura un vrai projet? Parce qu'en fait, ce qui manque, c'est une ambition, et puis dire à telle année on va atteindre tel objectif, telle année on va atteindre tel objectif. Par exemple, si on regarde, on prend toujours la comparaison avec ce qu'ont fait les autres pays. Ben, par exemple, j'étais à Tallinn au Congrès européen là, sur la e-santé. Ben, tous les pays qui ont présenté, ils avaient des objectifs. Ils ont d'abord construit un réseau, après un dossier patient informatisé, après, etc., etc., des projets successifs. Et c'est un peu ce qui nous manque en France. Ce qui fait aussi que les industriels sont toujours très, très prudents vis-à-vis de l'investissement dans le secteur de la santé en France. Voilà, en d'autres termes, je traduis, on veut bien vous croire, mais l'amour, c'est d'abord des signes d'amour, c'est pas non plus que des paroles. Clémence Papa. Oui, moi je veux bien répondre parce qu'il me semble que des signes, il y en a eu plusieurs, à la fois sur la direction qu'on a envie de prendre, sans évoquer bien entendu la stratégie nationale de santé, mais pour parler concrètement sur des sujets sur lesquels vous nous interpellez, par exemple les groupements hospitaliers de territoire, les débats ont été suffisamment longs et le cap maintenant est fixé. Sur le sujet des systèmes d'information, c'est la convergence. Sur les systèmes d'information plus globalement, et c'était aussi le sens des orientations impulsées dès les programmes territoires de soins numériques, c'est des sujets d'interopérabilité. Donc, il me semble que aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le cap, mais plutôt une discussion sur la trajectoire, parce qu'une fois ce cap exigeant posé, la question qui se pose, c'est combien de temps faut-il pour l'atteindre. Il me semble par ailleurs qu'il y a eu aussi des signes assez clairs sur le soutien à cette trajectoire, et notamment, je fais référence au grand plan d'investissement qui, pour le secteur de la santé, est extrêmement musclé sur la partie numérique. Je fais référence à des actions de moindre mesure que l'on lance aussi. Un appel à projet apparaître dans les tout prochains jours et qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer pour justement financer des projets sur des convergences de systèmes d'information, mais aussi des projets de télémédecine, de mise en œuvre, d'organisation, de gradation au service des patients. Donc, j'entends la remarque que vous faites, mais il me semble qu'aujourd'hui, les conditions sont quand même réunies pour pouvoir agir et passer maintenant sur une phase où tout ça, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ces politiques publiques qu'on conduit, puissent très rapidement avoir un impact mesurable et palpable par le patient. On a un enjeu aujourd'hui qui est, me semble-t-il, un enjeu de rythme, où il y a eu beaucoup de travaux d'infrastructure et j'ai envie de dire pour le patient quelque chose qu'on pourrait qualifier de back-office, et que maintenant il y a une impatience et une demande, et je rejoins ce que disait Patrick Jourdain sur le sujet de rendre tout ça concret et créer de la valeur pour les usagers. Aujourd'hui, maintenant, sur un certain nombre de nos politiques publiques autour des parcours, ce sont les groupements hospitaliers de territoire, mais c'est bien plus que ça, hein. J'évoquais territoire de soins numériques, les plateformes territoriales d'appui, la télémédecine plus globalement. L'enjeu est maintenant de pouvoir déboucher très rapidement sur des organisations concrètes que le patient, sur lesquelles le patient pourra mesurer un bénéfice. Vous aurez les moyens, les pouvoirs publics, l'État aura les moyens de cette stratégie ?
c'est la logique dans laquelle on essaie d'agir aujourd'hui, qui est une logique de facilitation pour pouvoir avoir des projets qui se concrétisent très rapidement. Sur les groupements hospitaliers de territoire, là, je l'indiquais, on lance un appel à projet avec qui va être sur une période courte, une année, 2018, avec l'objectif de pouvoir avoir des financements au résultat et à l'usage le plus rapidement possible, et donc dépasser ces étapes, on va dire, de structuration et de design d'ensemble de quelles pourraient être les organisations pour rentrer dans de la mise en œuvre concrète et opérationnelle. Alors, excusez-moi, je reviens encore une fois à la charge, si je puis dire. Quand je parle de termes de projet, bon, par exemple, on va être concret. Par exemple, l'hébergement de données de santé. La réglementation paraît claire. Bon, ça fait 6 mois que tout le monde consortionne pour essayer de trouver une exception au GHT. La donnée de santé, la protection des données de santé, c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde de la même façon. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est de l'argent public qui va encore être dépensé dans des salles informatiques, des serveurs, des machins, qui ne servent à rien, qui n'amènent aucune valeur à l'hôpital, et surtout qui ne va pas les amener à faire de la télémédecine. C'est ça aujourd'hui les discussions. Ce n'est pas de se projeter dans un avenir rieur. Les gens, ils sont là, je m'accroche, je ne veux pas me transformer, et il n'y a pas d'indication claire sur le fait... L'hébergement de données santé, ça s'applique à tout le monde. Donc tout le monde est en train de se constituer. Il y avait encore un article hier dans la presse de quelqu'un qui dit qu'il y a des solutions de contournement. Il n'y en a pas. Enfin, à un moment donné, il faut que vous soyez clair dans les objectifs. Je veux atteindre ça à telle date, et puis pas de louvoiement possible. Oui, Patrick Jourdain, allez-y. Enfin, et puis il y a d'autres questions. Moi, juste qu'il y ait des débats et peut-être un peu de résistance au changement et à la transformation, c'est normal et c'est sain, et c'est la preuve qu'on est en train de faire bouger les lignes. Mais moi, il me semble que, pour prendre ce sujet bien concret que vous évoquez de l'hébergement de données de santé, les positions ont été très claires. Elles sont écrites noir sur blanc sur les documents qui sont mis en ligne sur le site du ministère de la Santé. C'est que le cadre légal et réglementaire de l'hébergement de données de santé s'impose à l'échelle d'une entité juridique, et donc que à l'intérieur du GHT, dès lors qu'on reste sur des entités juridiques distinctes, eh bien ils sont soumis aux mêmes exigences d'hébergement de données de santé. Ça, on l'a dit, on l'a écrit. Aujourd'hui, il y a des débats sur la place publique, il y a des professionnels, il y a des juristes, et il est normal, et nous, on n'a pas vocation à taire ces débats-là. Pour moi, ils sont plus un marqueur que le changement est en train de se faire. Un marqueur d'intérêt. Renaud Degas. Oui, bonjour, Renaud Degas, Presse Info Plus. On entend bien le changement de paradigme que vous soulignez avec l'article 35, etc. Je pense que ça correspond à ce qu'on entend sur le terrain des attentes de pouvoir être beaucoup plus libre à agir. Mais nous sommes en France et il y a toujours cette double revendication d'être libre et d'être encadré. On ne sait pas comment, mais on navigue toujours entre les deux. Et surtout, je pense, sur ce sujet de transformation, on le voit bien sur les GHT, et il y a un excellent article dans Décision et Stratégie Santé récent sur le rôle des ARS d'accompagnement, où on ne sait jamais si c'est l'administration ou de la régulation, où on les attend beaucoup sur les transformations organisationnelles, et la télémédecine et le digital en font partie, et l'interrogation vraiment qui est forte, je pense, et là il peut y avoir une dichotomie entre l'impulsion donnée au national et comment ça se traduit au plan régional. Quel est l'accompagnement des équipes des ARS sur ce rôle qu'ils vont avoir fondamental, justement, de fermer ou non les possibilités de terrain, parce que quand même ils ont un poids que tout le monde a réclamé, mais maintenant il faut qu'ils arrivent à affiner leur façon d'agir dans la régulation du système sur le terrain, parce qu'on sent que c'est un des points de blocage qui peut apparaître. Est-ce qu'au point de vue national, vous avez un accompagnement, une politique d'accompagnement forte sur ces nouveaux paradigmes? Rassure-moi, Renaud, l'article, ce n'est pas toi qui l'as écrit. Je ne suis pas habilité à répondre pour la DGES, donc je ne répondais pas par la DGES, mais quelque part, je vais renchérir sur ce que vous dites. Moi, je pense qu'au niveau, on va dire, du terrain, les esprits sont mûrs et les énergies sont là. Moi, je vois
tous les jours des gens qui me présentent des projets en disant je veux m'organiser comme ci, m'organiser comme ça, là, etc. Et comme nous avons la chance dans les cliniques de travailler avec des médecins libéraux, il y en a encore beaucoup qui ont l'esprit d'entreprise, etc. Et donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu'il y a ce qu'il faut pour innover, etc. Je pointais tout à l'heure le risque que l'administration reprenne la main avec petit A, petit B, etc. En tout cas, nous, on a une attente très très forte. C'est qu'il faut, je vois Martina Houstin en face de moi, si la mise en place de la tarification de l'activité s'est faite, et c'est bien faite, c'est qu'il y avait une mission T2A, avec des gens qui avaient été choisis pour leurs qualités nombreuses, notamment relationnelles, et qui ont passé des milliers d'heures sur le terrain, et qui par ailleurs avaient le lien avec les équipes techniques pour faire en sorte justement, comme disait monsieur, d'ajuster les points en disant bah là il y a un point de blocage, etc. etc. Donc moi je prône, et je n'arrête pas de le dire, il faut qu'il y ait soit une mission article 35, soit un commissaire à la transformation, je ne sais pas, etc. Mais on a besoin d'une grande impulsion. Et notamment parce que derrière, il va falloir effectivement transmettre aux ARS. Et les ARS aujourd'hui, elles sont assez nues par rapport à tout ça. En plus, elles sont tiraillées parce que leur objectif premier, c'est aussi comment est-ce que je fais pour résorber les déficits de tel et tel hôpital ou clinique. On retiendra, chers amis, de cette matinée que Jérôme Nouzarède demande des commissaires. Clémence Mampin. Clémence Mampin. Clémence Mampin. Et puis il y a plein de questions. Alors vraiment réponse rapide parce qu'il y a plein de questions et on termine dans 10 minutes. Juste sur cette interpellation, répondre que il faut se prémunir aujourd'hui de dire aux ARS de faire de telle façon ou de telle autre façon, en particulier sur le sujet des groupements hospitaliers de territoire. Pourquoi ? Parce qu'on a 135 groupements hospitaliers de territoire qui dont les découpages et la teneur résultent d'une démarche qui a plutôt été bottom-up, c'est-à-dire ce sont des territoires de projet. On n'est pas sur des territoires administratifs appliqués de façon uniforme. On a 135 GHT qui sont d'une hétérogénéité mais énorme. On va du GHT qui a 1000 équivalents temps plein de professionnels au GHT qu'on a 25 000. On va du GHT qui pèse pour 100 millions de masse budgétaire au GHT qui pèse pour 2,5 milliards. On est sur des territoires de 100 000 habitants à des territoires de plus de 2 millions. Donc, je pense qu'il faut se garder de vouloir avoir des recettes uniformes entre les différentes régions et à l'intérieur même des régions et laisser justement un espace pour la création, dans la logique d'ailleurs de ce qu'on essaie de faire et de ce dont on discute aussi par rapport à l'article 35. Le rôle des ARS dans tout ça, il doit être de faciliter, mais il doit, me semble-t-il, être, et c'est le rôle que leur a donné la loi de modernisation de notre système de santé en créant une multitude d'outils et de dispositifs, il doit être aussi d'être le garant d'une certaine cohérence. Parce que aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs qui sont des outils juridiques en fait pour structurer des parcours qui ont été introduits, les groupements hospitaliers de territoire, les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé, les plateformes territoriales d'appui, avec un pari du législateur qui a été de dire on arrête d'être sur des territoires prescrits régulés, on rentre sur quelque chose qu'on appelle le territoire de projet. Donc c'est le projet des acteurs qui va designer la coopération. Et l'enjeu majeur qu'on a au moment où sont en train d'être élaborés les nouveaux PRS, c'est quelle est la cohérence et la convergence de cette variété de projets. Donc, il me semble, pour répondre à votre question sur ces nouveaux paradigmes, que le rôle des tutelles, qu'elles soient nationales ou régionales, n'est pas d'être prescriptif sur faites comme ceci, faites comme cela, mais plutôt de garantir une cohérence de l'action et des initiatives, de les faciliter et d'animer aussi, et il faut le dire, dans un contexte où on impose un rythme exigeant de la réforme aux équipes. Oui, bonjour, Maria Gutiérrez, je suis oncologue médicale à l'Institut Curie et je travaille notamment sur des projets de télésurveillance et notamment le projet Appli Chimio avec BePatient. Et en fait, j'avais une question pour les programmes de télésurveillance que des équipes médicales souhaitent monter lorsqu'ils ne rentrent pas dans le cadre du programme étape.
La grande difficulté que je trouve qu'on a à l'heure actuelle, c'est que on se retrouve un peu dans un cadre législatif un peu flou, puisque en théorie, on est dans ce cas-là dans de la recherche clinique, qu'on va aboutir à la lourdeur d'un programme de recherche clinique, bon, avec maintenant la nouvelle HRD, mais qui n'enlève pas la lourdeur de devoir déclarer au CPP, faire un projet qui va prendre des années. Est-ce qu'on est bientôt en 2018 ? Est-ce qu'un projet de télésuivi qui ne rentre pas dans le cadre d'étape va relever d'une réponse qui sera donnée dans le meilleur des cas en 2020 ? C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'un programme de recherche clinique nécessite un grand nombre de patients pour montrer un bénéfice. Ce qui veut dire que, par exemple, il va y avoir des coûts très importants pour, par exemple, si on souhaite proposer quelque chose pour des patients insuffisants rénaux, mais une autre catégorie que le programme étape, on va avoir besoin d'un nombre important de patients. Et si on ne l'atteint pas, notre étude risque d'être négative. Et ça semble pas logique pour quelque chose. Autant pour un médicament, on peut se dire, s'il n'augmente pas la survie globale, on peut dire qu'on écarte ce médicament. Mais pour un projet de télésuivi, il y a tellement de choses. Il y a bien sûr des bénéfices médico-économiques, mais il y a la satisfaction du patient, il y a la satisfaction des professionnels. Est-ce qu'on vraiment un programme de télésuivi se mesure comme un programme de recherche clinique pour un médicament sur un objectif principal ? En tout cas, vous allez répondre peut-être maintenant à toutes ces questions, j'espère que vous les avez notées. Patrick Jourdain, on répondra à toutes les questions que l'on va poser. En tout cas, Maya Gutiérrez sera notre prochaine experte invitée, parce qu'elle nous a tout expliqué sur un programme étape. Vincent Leroux, question courte, si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. Non, je sais, c'est bien pour ça que je le précise. Non, deux remarques, une question. Merci d'avoir rappelé art et médecine. Ça faisait 40 ans que je l'avais plus entendu, et je rappelle qu'il n'y a pas que Polytechnique, il y a art et manufacture, arts et métiers. Deuxième chose, l'article 35, c'est l'article du quinquennat. On sait aussi que ce quinquennat risque, s'il ne réussissait pas, d'aller sur des politiques populistes, et s'il y a un vrai risque politique, donc il y a aussi un risque politique sur la santé. Ma question, tous ces projets, que ce soit de l'infrastructure, de la régulation, etc., sont parfaits. Quel est le tarif aujourd'hui d'un acte de télésurveillance, d'un acte de télémédecine, et où sont les ingénieurs qui aujourd'hui devraient travailler aux tarifs de ces actes? Merci pour cette question précise. Vous notez bien les questions et vous ferez une réponse globale. Vous vouliez poser une question? C'était un peu du même acabit. Pour ma part, je mets en place des projets de télémédecine auprès des professeurs de maladies rares. Et un certain nombre m'ont dit, vu la tarification de la consultation de télémédecine, quand j'ai 28 € et que moi, ma consultation, c'est 70 € et qu'on me dit que je peux mettre sur T2A et que mon hôpital est contre, je ne veux pas aller sur la télémédecine. Donc je voulais vous en faire part pour que vous me disiez ce que je dois leur dire, en fait. En tout cas, c'est bien ce que l'on voulait faire, Frédéric, de la stratégie, mais du concret aussi. Jean-Michel Chabot nous a... Non, brièvement, je voulais insister sur 3 termes et préalablement saluer les intelligences qui sont à la table. Ça amène au premier terme, c'est que derrière, et notamment dans les administrations et les ARS, sans diaboliser personne, il y a une viscosité épouvantable. Et que moi, je rejoins tout à fait la proposition de Jérôme de dire il faut nommer des commissaires, oui, des commissaires, de façon à pouvoir laisser venir les initiatives du terrain. Donc le premier terme, viscosité. Le deuxième terme qui a été peu cité, c'est équipe pluriprofessionnelle. Donc, Patrick, tu as parlé de médecins, à juste titre, bien entendu, les médecins. Mais vous voyez bien que toutes ces fonctionnalités, d'abord, il y a de la data qui va sortir du patient lui-même, du patient déambulant, et puis ça va faire appel aux équipes professionnelles. Et j'en viens au troisième terme, c'est nouveau mode de rémunération. Je plaide dans le désert pour que ce soit non pas des actes, mais que ce soit des fonctionnalités intégrées à des nouveaux modes de rémunération qui, évidemment, s'adressent à des équipes. Alors, Dominique a très bien dit le contexte économique de la CNAM qui pilote tout ça et qui veut en lâcher petit à petit en étant sûr que c'est gagé par des économies. C'est un faux problème. Il faut évidemment dire on rémunère de fonctionnalités de télésanté qui viennent du terrain,
et même pas des industriels d'ailleurs, du terrain. Et on fait passer ça exclusivement ou quasi-exclusivement par des nouveaux modes de rémunération qui s'intéressent à des équipes pluriprofessionnelles. OK? Voilà, 3 termes. Viscosité. Oui. Je vous laisse dire 2 mots sur toutes ces questions, mais je crois que Jean-Michel Chabot avait presque conclu notre rencontre de ce matin. Patrick Jourdain, Clémence Chimpin, Dominique Mène, Jérôme nous arrête. Vraiment 2 mots et on termine. En 2 mots, moi le premier mot, je mettrais plein de choses à faire après. Souplesse, parce que il faut absolument être souple, parce qu'on ne peut pas être dans un élément où on va tout imbriquer du haut. Et le deuxième élément, ça va être surtout co-construction. Patients, industriels et médecins. Vous n'êtes pas des industries du numérique pur. Dans la télémédecine, il faut forcément associer médecins et patients dès le début et dès la conception. Alors sur la viscosité, il faudra que quelqu'un se... Allez-y. 2 mots ? Oui, 2 mots, oui, enfin de nous aider à avancer et à comprendre, à sortir de cette table ronde avec quelques idées claires dans un monde compliqué. Moi, je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que les initiatives remontent. On a un moment, un vecteur, l'article 35, une mise en garde sur le fait qu'on a une obligation de réussir par rapport à ce changement de paradigme sur notre façon de réguler. Il faut maintenant que les initiatives puissent remonter et qu'on arrive à utiliser et donner raison à cette nouvelle façon de réguler. Et dans le cadre du champ qui a été choisi pour cet article 35, eh bien, il me semble que le champ est tellement large qu'on a un espace pour trouver des réponses aux différentes questions qui ont été soulevées là en dernière tournée. D'accord. Et comme Jean-Michel Chabot a dit qu'il y avait à cette table beaucoup d'intelligence, Dominique Meigne, dites-nous comment ne pas séparer l'intelligence et les sentiments, comme aurait dit Madame de Staël. Oula, non, bon, revenons sur Terre. Bon, nous, ce qu'on peut faire, parce qu'il faut être très contributif, c'est que, bon, d'une part, on est en train d'ouvrir un chantier, et notamment dans le champ de la télésurveillance, qui est chez nous, relève d'une commission qui est la CNEDIMS, avec à sa tête une locomotive qui est Isabelle Adnaud, qui a montré dans une autre vie qu'elle a fait on aura tout vu, tout le dossier pharmaceutique. Donc elle est en train, elle s'attaque à de nouveaux modes d'évaluation pour les objets connectés associés à des programmes de télésurveillance. On le publiera et donc on éclairera les porteurs de projets sur les bonnes conditions, les bonnes règles de dépôt de ce type de projet. Mais ce que je voulais dire, c'est quand même, il faut arrêter de toujours tout critiquer. Aujourd'hui, pratiquement tout est sur la table. Dans le champ, justement, de ceux qui vous concernent pour beaucoup, en téléconsultation, téléexpertise, ça rentre dans le droit commun. Télésurveillance, c'est-à-dire droit commun, c'est-à-dire c'est géré comme le reste. Alors après, il y aura toujours des négociations et on n'est pas dans un monde de bisounours. Elles seront toujours difficiles entre les régulateurs, les payeurs et les professionnels. Bon, la télésurveillance, aujourd'hui, vraiment, les faits se sont penchés sur le berceau de la télésurveillance. Elle est à la fois dans l'article 35, dans le forfait innovation, qui est lui-même dans l'article 35. On réserve la possibilité aux expériences en cours, celle du programme ETAP et d'autres, de décider à un moment donné de sorte d'opting out, de sortir de l'expérience et d'aller directement sur le marché remboursable en passant directement sur la commission. Bon, alors après, il y a de la pédagogie, il faut expliquer, clarifier, et c'est clair que ce foisonnement demande à un moment donné à être plus lisible. Bon, je m'encourage notamment, puisque bon, je suis là pour le compte de la Haute Autorité de Santé. On a des rencontres précoces, on a des rencontres avec les industriels le 24 novembre à l'HAS, où ces questions-là seront traitées. On est là pour vous expliquer le cheminement. Ce cheminement n'est pas si complexe que ça.
Et aujourd'hui, il y a une sorte de pari qui est pris pour favoriser les introductions les plus précoces sur un marché remboursable dont il ne faut pas oublier que c'est un marché universel pour l'ensemble du pays, à la différence de beaucoup de pays qui ont des dispositifs très focalisés, ciblés, territoriaux, etc. Nous avons, nous, des accès marchés qui sont des accès marchés sur l'ensemble du régime de protection sociale à la française. Bon, tout ceci, c'est un bien commun. Ce bien commun, il existe. Et plutôt que d'attendre des gages, plutôt que d'attendre la première sortie de route, parce qu'il y en aura, bon, il faut aussi que si aujourd'hui, du côté des institutions, des régulateurs, des pouvoirs publics, il y a la volonté que ça bouge, bah, il faut que du côté des porteurs de projets, il y ait aussi un état d'esprit qui soit au diapason et une volonté de sortir ensemble par le haut. Voilà, vous aurez compris qu'à la Haute Autorité de Santé, le train était en marche. Il y a même des locomotives. Oui. Jérôme Nouzareth. Oui, par rapport au sujet de financement, de modèles économiques qui sont centraux, bien entendu. Je fais une précaution oratoire. Nous sommes, dans le groupe Elsan, je suis très attaché, je considère que mon métier c'est la gestion déléguée de services publics, donc je suis très attaché à l'égalité d'accès aux soins. Une fois que j'ai dit ça, si on veut, parce qu'on est très français et on est potentiellement en train de faire une révolution douce, mais on le fait bien sûr au dernier moment parce qu'on ne sait pas se transformer dans la douceur et en anticipant. Et donc aujourd'hui la difficulté c'est qu'il y a un vrai problème de soutenabilité. On a un vrai problème de soutenabilité. Et dans le même temps, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir investir. Donc il y a un fonds d'amorçage. Il est ce qu'il est. Moi d'ailleurs, je ne sais pas encore exactement comment ça va servir, etc. Mais il y a déjà un fonds d'amorçage. Il y a des tarifications qui se mettent en place. Et quoi qu'on en dise, la CNAM pousse plutôt, si j'ai bien compris, le premier qui en a vraiment parlé quand même, c'est Nicolas Revel en juillet. Donc si les mots ont un sens, voilà. Donc il y a quand même des tarifications, il y a le forfait innovation, etc., etc. Les entrepreneurs que nous sommes en capacité d'investir, pour peu qu'on ait des visibilités. Donc ça, c'est une autre source de financement. Et puis après, alors je vais dire une dernière chose au risque d'être iconoclaste, on aura d'autres sources de financement, il faut les accepter. Et quand je dis ça, je dis les mutuelles, je dis aussi les patients. Je l'illustrerai par un exemple. Vous savez ou vous ne savez pas que l'assurance maladie ne couvre que 90% du chiffre d'affaires des cliniques. Comme il est bien connu que nos résultats sont loin d'être supérieurs à 10%, ils sont plutôt autour de 0, c'est qu'il y a d'autres recettes. Et les recettes, c'est notamment, chacun le sait, les recettes hôtelières et la chambre particulière. Est-ce que le fait qu'il y ait des chambres particulières qui sont des prestations qui sont à la discrétion des patients, est-ce que ça a empêché l'égalité d'accès aux soins ? Et pour autant, aujourd'hui, ça contribue à peu près 5% du financement des coûts des établissements privés en tout cas. Voilà. Donc moi je dis, là encore, évitons les vieilles lunes ou les vieilles querelles, etc. Et ça sera, à mon avis, d'autant plus possible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pousser les gens, obliger les gens à payer. Mais à partir du moment où le patient est au cœur, il est demandeur de services. Et quand on parle de soins, on parle aussi de santé, on parle de bien-être. Gageons, enfin en tout cas c'est nous un pari qu'on fait, c'est que les patients, si on leur offre des services pour lesquels ils ont une valeur d'usage, ils seront prêts à payer un peu comme aujourd'hui ils payent la chambre particulière. Bon, c'était un de nos sujets, merci beaucoup. On vous applaudit tous les quatre. Mais Jérôme, on ne répondra pas à ce nouveau champ que Jérôme nous arrête. En tout cas, on ne le fera pas ce matin. Vous ouvrez, ce serait nous amener très loin, mais enfin, nous l'avons noté. C'est un sujet qui nous obligera, cher Frédéric, probablement à aborder à nouveau, au travers de nos réunions, à aborder à nouveau ces sujets qui ont été intéressants. Qu'est-ce que nous faisons, Frédéric, maintenant ? Oui, déjà, je tenais à vous remercier pour ces échanges. Ne bougez pas. On n'a a priori pas assez de temps pour interagir avec la salle. Deux mots simplement pour dire que oui, l'enjeu pour l'entrepreneur que je suis dans ce secteur, c'est de vous assurer le fait que des solutions sont prêtes, que l'innovation, notamment en France, venant des start-up, est prête et qu'on a besoin d'être soutenu par des modèles économiques qui, j'espère, seront pérennes, mais aussi permettent de financer cette innovation et ces essais et ce travail de fond, de pionnier qu'on réalise au quotidien avec les médecins
et avec les patients et avec les professionnels de santé et avec les différents acteurs de l'écosystème. Juste un point. L'an dernier, la ministre Marisol Touraine est venue avec Agnès Buzyn, d'ailleurs ici, pour lancer le plan digital. C'était il y a un an. Ça s'est passé exactement dans cette salle. C'est pour ça qu'ils sont revenus. Voilà. Ça a forte chance. Et en tout cas, lors du petit tour où on a présenté à la ministre les différentes solutions qu'on déployait, elle s'étonnait du fait que nos expériences étaient menées quasiment intégralement à l'international, et de dire que justement, elle ne voyait pas beaucoup d'initiatives franco-françaises dans nos projets. Donc je lui ai mentionné notamment une partie des enjeux qu'on vient d'évoquer sur l'expérimentation, le financement de l'expérimentation et de la généralisation. Et je dirais que je partage l'optimisme des participants à cette tour. Et nous avons donné un virage il y a quelques mois pour nous recentrer sur notre terrain de jeu privilégié qui est notre beau pays. Et ça ne nous empêche pas de continuer des initiatives évidemment en Europe, en Australie, aux États-Unis. Ça nous permet de monter surtout notre agilité et le fait que les problématiques sont les mêmes un peu partout. Les modèles économiques ne sont pas par contre les mêmes, mais les problématiques et les opportunités sont les mêmes pour tout le monde. Voilà, donc ça fait une transition avec le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on mène depuis 4 ans maintenant, c'était nos premiers déploiements, un programme d'accompagnement autour de la chirurgie de l'obésité, la chirurgie bariatrique, avec un hôpital en Hollande. Alors vous connaissez la Hollande, je dirais que la culture anglo-saxonne, très, très structurante, peut-être un peu plus loin de notre culture qui est plus latine, et on apprécie beaucoup ce travail de partenariat avec cet hôpital, et ça fait 4 ans, vous verrez que le médecin vous explique, c'est une vidéo, donc il n'a pas pu venir, de 10 minutes, qui vous explique cette aventure qu'on mène et qui nous amène maintenant à avoir plus de 3000 patients qui ont été suivis par ce dispositif. Hello, my name is Simon Nienhuis and I'm one of the bariatric surgeons at the Obesity Center of the Catharina Hospital in Eindhoven, the Netherlands. Together with 5 other bariatric surgeons, we perform around 1,100 procedures a year. I think more important, together with the psychologists, dietitian, obesity nurses, nurse practitioners for obesity and physiotherapists, we perform these procedures as an obesity team. And yes, we are using Be Patient. It shouldn't sound like a commercial, because it isn't. It's I was invited to let you know how we use this e-health platform in our program. And I came up with this fantastic idea to tell you about the past, the present and the future. The past is actually more than 40 years, because that is when the first bariatric procedure was done, and of course the real increase in numbers was only in the beginning of 2000, and because of that the hospital decided to choose for outsourcing the screening and follow-up program. However, a few years later, we were a bit disappointed about the quality provided by this Dutch Obesity Center, and we were losing grip of our own patients. We were not seeing the results of the follow-up, and so we got the opportunity for insourcing again and creating our own program. Enough rooms to see all the patients, there is enough personnel to see all the patients, but nevertheless we were still facing an increasing number of annual procedures and also an increasing number of total patients in the follow-up, because it is the requirement of the Dutch guideline to at least provide a follow-up program for 5 years. So we needed help, and because of
a contact between the supplier of our staplers to perform the bariatric procedures and be patient, we got to know them. And finally, in 2014, we could start to implement. Nowadays, I think we are using Be Patient on several levels. First is standard part of our screening program. The patients come to the hospital, they see one of us bariatric surgeons and one of the psychological members to explain all about the procedures and the program. And then a secretary is explaining the patients how to get started with the platform. And then everybody is asked to complete the mandatory screenings list, mostly about the psychological and the dietitian kind of information, questions about quality of life, and another how to compete with stress questionnaire, which is very important for us to have this in a structured manner, because we are screening around 1,300 patients a year, and it was already one full-time equivalent of a secretary all day scanning all the paperwork of these questionnaires of this large group of screened patients. The second thing we're using it is, of course, to connect them with our program. It's with the e-learnings, the videos, the fact sheets, the network, so they can communicate with each other. One way we could see it is that the time necessary for the preoperative consult by a surgeon decreased from 20 to 15 minutes. And the total number of additional visits before an operation decreased as well. A second important thing is research. Currently, we are conducting a randomized controlled trial where we have the conventional group and online group with ongoing access to this platform for the first 2 years postoperatively. And the last group, they get a bag with wireless weighting scale, blood pressure and activity tracker. And hopefully within 2 years we can show our colleagues whether or not e-health, only online or with devices, will have benefits, for example in weight loss, but also in consuming health to our center or quality of life. Furthermore, we already have results of 3 years, and I thought it was by now nearly 3,000 patients having used Be Patient, and based on their consuming of the platform and the outcome of weight loss after 1 and 2 years, we saw, not surprised by it, by the way, a significant correlation between completed e-learnings and watch videos with their weight loss. We gained some financial help for reducing the number of secretary because with so much information online it was less necessary. And I think that we can come up with some conclusions after at least a few years of intensively working with this platform. There is some kind of a threshold you should come over before you see all the possibilities. So you have to invest in the team, and 4 times a year we have some kind of a meeting. What do we have so far and how can we improve?
how to show to my colleagues that it is worth the investment of e-health is difficult. And I'm lucky enough that we have an arrangement with the insurance companies that they pay us for the whole program, and it is our decision to invest in e-health. And for the board of the hospital, we can show the decrease in need for secretary and number of additional visits, and decreasing the time of some members of the obesity team, because the patient is better informed. And if you look at all the reasons why to use e-health, I would say it's one, the insurance companies, they demand the use of e-health in the future. Another, and that is an important thing, there should be an increase of shared decision making, that you make your treatment plan together with the patient. However, how can we involve the patient? Well, for example, with more information. Everybody is, I think, believing in e-health, and we should, because we need the patient to be in charge and get involved to their own treatment, and especially for the bariatric programs, it's because that's the only way they can have prolonged effect of the weight loss of the procedures. And I know that I have colleagues performing other kind of procedures, struggling with the same increasing amount of information they want to share with the patients, and you don't have always the time during the visit, as well as not every patient is ready to get all this information on that moment, all provided by their physician. We get feedback that patients have watched our presentation for the third time, and they saw more and more information. So you win a lot. In some ways, from a practical point of view, we have had an increase of follow-up patients with more than 11%, from 4,500 to near 4,900, and we were able to do it with the same numbers of personnel, because everybody could decrease in their patient contact time. And we should share like the way I do now, because then somewhere else someone is introducing e-health in their program, and we could learn from their findings. And I'm a bit surprised that we don't see many more users of this kind of care. Everybody would like to have, but somehow they're not. They're hampering. They're hesitating for introducing it, and so I hope with more and more users we can accelerate this, because everybody knows already from a theoretically point of view that this is the future. And for some part, I think we have a part of this future already present, and I hope you have something with all these thoughts I'm just giving you, and hopefully some of it will provide more enthusiastic users, and in the end we can benefit from it. Bye. Merci, merci à Simon. Tu nous donnes la suite. Oui, donc je vais inviter Romane, Martin et Véronique Stoven de l'École des Mines de Paris, qui vont venir
On va les écouter pendant combien de minutes? Quelques minutes. C'est un petit résumé. Et ensuite, on fera une pause. Restez avec nous, ne bougez pas. On va écouter ces étudiants de l'École des mines de Paris que nous remercions de leur présence. Voilà, ne bougez pas trop et on attaque la suite, donc entouré de leurs professeurs. Je vais donner la parole à Véronique dans un premier temps. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Véronique Sauvaine, je suis professeure à l'École des mines de Paris. Et donc, pour répondre à un intervenant qui disait « Mais où sont les ingénieurs ?» La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a au moins quelques-uns ici. Donc, Romane Jeudi et Martin Inizan. Et puis, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que 2 de mes anciennes élèves étaient également dans l'auditoire aujourd'hui. Donc, voilà. Et vous nous confirmez que les jeunes filles sont également intéressées par les études d'ingénieurs et venir à l'école des mines. Voilà, alors dans l'option biotechnologique... Je ne parlais pas de vous, hein, j'avais repéré. Oui, mais vous faites bien de le souligner parce qu'effectivement, on a des objectifs en termes de recrutement de jeunes filles qu'on a parfois du mal à atteindre, mais il se trouve que dans l'option biotechnologique, qu'on soit divisé ces élèves, nous avons souvent la parité. Donc, ce qui est très rare, voilà, c'est ça. Donc Frédéric m'a proposé d'intervenir aussi aujourd'hui, effectivement, pour témoigner de l'intérêt des ingénieurs et puis évidemment également des écoles d'ingénieurs, bien sûr, pour le domaine de la santé et plus particulièrement pour celui de la e-santé. Donc comme cela a été dit par des intervenants précédemment, historiquement, en fait, l'intérêt et l'expertise des ingénieurs dans le domaine de la santé, c'est essentiellement concentré sur le développement des technologies en lien avec, par exemple, l'imagerie ou des matériaux pour la santé, comme les prothèses, les stents, etc. Ou encore, par exemple, la robotique pour la chirurgie. Mais bon, comme vous le savez, depuis... nous l'avons vu depuis 10-15 ans, mais c'est vrai de manière accélérée ces dernières années. On a vu donc une évolution très rapide des besoins en mathématiques appliquées, en informatique, en technologie de l'information pour le domaine de la santé. Et ça, ce sont également typiquement des disciplines de l'ingénieur. Et elles leur confèrent en fait une nouvelle place dans le domaine de la santé. Alors en retour, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les problématiques que le domaine de la santé nous soumet à nous, écoles d'ingénieurs en particulier pour la recherche, suscite des développements méthodologiques nouveaux, parce que je pense que Roman le détaillera un petit peu, mais donc il y a une spécificité qu'on rencontre dans un certain nombre de données de la santé, pour lesquelles les algorithmes, les outils mathématiques et informatiques dont on dispose ne sont pas toujours faits pour fonctionner correctement. Et donc, en retour, pour nous, c'est intéressant scientifiquement également. Ça amène de nouveaux développements qu'on n'aurait pas fait sans ces données. Donc dans ce contexte, les écoles d'ingénieurs ont effectivement investi ce domaine et à la fois sur le plan de la recherche, puisque nos écoles ont des centres de recherche, et sur le plan de la formation des jeunes ingénieurs. Alors, à titre d'exemple, donc, mais d'autres des écoles le font également. Mais donc à l'École des mines de Paris, nous avons un centre de recherche en bioinformatique qui est associé à l'INSERM et à l'Institut Curie. Donc j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de l'Institut Curie tout à l'heure dans l'audience que je ne connaissais pas, mais voilà. Donc depuis 2008, et l'activité de notre centre de recherche est dédiée à la biologie computationnelle, au machine learning. Donc je pense qu'en français on appelle ça de l'apprentissage machine. Donc c'est une des branches de l'intelligence artificielle. Et pour l'analyse de données biomédicales, donc jusqu'à maintenant, ça a été essentiellement des données biologiques, mais ça commence à être des données également qui peuvent être cliniques. Donc nous développons donc des algorithmes pour analyser des données complexes. Et donc, c'est le mot big data qu'on entend un peu à tort et à travers. Nous sommes exactement là-dedans. Et notre but, c'est, à partir de ces données qui nous sont fournies par les biologistes ou par les médecins, donc améliorer la compréhension des mécanismes biologiques, identifier des marqueurs biologiques, des cibles thérapeutiques, améliorer des traitements, etc. En particulier dans le domaine du cancer, puisque nous sommes associés à l'Institut Curie. Donc sur le plan de l'enseignement, donc nous avons des recommandations faites par notre tutelle qui concernent la formation, la sensibilisation des ingénieurs au domaine de la santé,
au sens très large du terme. Et donc, une des initiatives qui a été prise dans ce contexte, au sein de l'option de biotechnologie, était d'organiser un atelier sur les problématiques de la e-santé. Donc, c'est un atelier que j'anime depuis 3 ans, au cours duquel les étudiants découvrent en fait la diversité des acteurs qui interviennent dans ce domaine. Donc, il y a bien sûr tous les professionnels de santé, mais pas uniquement. Donc, on organise des visites, des conférences. Ça a permis d'ailleurs à 2 élèves l'an dernier de choisir de faire le stage de fin d'études dans des entreprises du domaine de la santé, dont BePatient. Donc, une des élèves de l'an dernier qui a suivi l'atelier est venue ici pour travailler. Mais il y avait également une autre élève qui a choisi ce domaine. Et donc cette année, Frédéric nous a aidé à organiser cet atelier, donc qui a été suivi par 20 élèves de l'école des mines, donc 13 de l'option biotechnologie, mais également des élèves de l'option gestion scientifique. Et donc, pour votre information, il y a effectivement des élèves, des enseignants-chercheurs à l'école des mines de Paris qui s'intéressent, dont le sujet de recherche est l'économie de la santé, c'est-à-dire comment tarifer les nouveaux actes. Donc, s'il y en a que ça intéresse, il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Le collègue qui travaille spécifiquement là-dessus était celui qui coordonnait avec Frédéric également cet atelier. Voilà, donc je vais laisser la parole, je pense que c'est Romane qui part en premier, aux élèves qui vont brièvement témoigner un petit peu de l'expérience qu'ils ont menée et comment ils ont découvert le domaine de la e-santé et les questions que ça a suscité pour eux. Donc, les données de santé sont aujourd'hui une grande mine d'informations, mais sont aussi très complexes à traiter, de par leur volume et leur nature. En effet, le volume d'informations croît de manière exponentielle. Il a fallu 10 ans pour obtenir le premier séquençage d'un génome humain, et ça l'a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, il suffit d'une journée et de 1000 dollars, et on estime que dans quelques temps, on arrivera à 200, voire 300 dollars. De plus, ces données sont très hétérogènes, de fait de leur nature, que ce soit clinique, biologique, entre autres, ou même de leur format, texte, image, tableau de données. Et on peut les retrouver dans différents endroits, que ce soit hôpitaux, laboratoires de recherche. De plus, on a pu remarquer qu'il était difficile d'analyser ces données puisqu'on est dans un espace où il y a plus de dimensions que de points. En effet, on a souvent plus de patients, on a souvent moins de patients que finalement de paramètres à analyser, ce qui crée de véritables difficultés, surtout vis-à-vis des données d'imagerie ou des données de génétique. Le traitement et l'analyse de ces données permettraient de dégager des tendances encore inconnues ou non prouvées, mais aussi d'identifier des facteurs de risque, d'aider au diagnostic, de connaître l'efficacité d'un traitement ou encore d'améliorer la pharmacovigilance. De même si ces données avaient été enregistrées il y a 20 ans, nous n'aurions pas été capables de les analyser, puisqu'aujourd'hui nous disposons des moyens technologiques nécessaires grâce à des clusters avec une grande puissance de calcul à moindre coût, qui permettent réellement d'analyser ces données. De plus, nous avons aujourd'hui de nouveaux développements mathématiques. En effet, la plupart des développements mathématiques et algorithmiques requis pour cette analyse ont été trouvés dans les années 2000 et sont encore en développement, comme par exemple les technologies de deep learning. Le développement de solutions adéquates pour résoudre ce type de problème peut intéresser des ingénieurs d'un point de vue méthodologique, mais même au-delà de leur application en santé. En effet, les solutions qui sont trouvées dans ce domaine pourront aussi être utilisées pour d'autres applications. Il y a donc réellement une place pour l'ingénieur dans ce domaine. Nous apprenons déjà les techniques de gestion de données et d'algorithmie à l'école. Ces connaissances sont déjà utilisées dans d'autres domaines et aujourd'hui, nous avons l'envie de l'utiliser dans le domaine de la santé puisque c'est plus valorisant, plus humain. Donc il y a de plus en plus d'ingénieurs qui se retournent vers ce domaine, comme nous, grâce à l'option en biotechnologie. Derrière les chiffres, il y a des hommes, c'est bien. Hein ? Oui, oui, des femmes. Bonjour, Martin Inizan. Alors, on a rencontré, comme vous l'a dit Véronique, énormément d'acteurs du monde de la santé, que ce soit de l'innovation avec les startups, mais aussi le monde médical et les cliniques. Et donc, à chaque fois, on posait des questions, on proposait quelques solutions, et puis surtout, on nous disait oui, mais ceci, oui, mais cela. Alors ça, c'est très français. On a eu la question avec Presse Info Plus tout à l'heure.
Et donc je vais vous résumer un petit peu tous les problèmes qu'on nous a posés. Alors premièrement, le problème du financement, qui est un problème assez global finalement. Et donc derrière ce problème du financement, le problème de la validation, vous l'avez explicité tout à l'heure, Madame. Comment est-ce qu'on va évaluer les nouvelles méthodes qui sont proposées? Donc là, on a vu un professeur hollandais qui nous dit oui, ça marche, mais sauf que pour l'assurance maladie, pour qu'elle rembourse une solution médicale, il faut des preuves qui sont vraiment très difficiles à établir et qui sont très longues à mettre en place dans ces procédures. Et donc, il faudrait imaginer des procédures plus rapides pour pouvoir accompagner l'innovation qui est vraiment très véloce sur ce sujet. Ensuite, on a eu des questions. Oui, mais si le dispositif d'aide au diagnostic, par exemple, se trompe, qui prend la responsabilité? Est-ce que c'est uniquement le médecin qui a fait la prescription à la fin, ou bien l'algorithme qui a donné une mauvaise suggestion? Est-ce qu'il est aussi responsable, et est-ce qu'on peut incriminer une société qui développe des algorithmes et qui fait de l'informatique? Donc ça, c'est une autre question. Et puis finalement, tout ce qui se pose autour de ça, c'est des questions d'éthique aussi, de protection des données et d'accès aux données. Est-ce qu'un patient doit avoir accès à toutes les données de son dossier médical, ou bien est-ce qu'on doit cacher certaines données aux patients? Également, un sujet qui revenait souvent, par exemple, le sujet de la contraception chez les femmes. Si un médecin du travail sait qu'une femme a arrêté de prendre un contraceptif, il va peut-être hésiter à lui proposer une promotion ou une augmentation de salaire. Et donc, c'est aussi un sujet très sensible qui revenait assez souvent. Et donc, tout ça pour dire quoi? Eh ben, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et la solution qui nous paraissait la plus évidente, ce n'est pas de répondre à toutes ces questions dès le départ. C'est un peu ce qu'a proposé, enfin c'est vraiment ce qu'a proposé Monsieur Dominique Magne de l'HAS. C'est de changer vraiment de paradigme, de poser des guidelines, des lignes de conduite avec des objectifs à certains termes, mais pas de réguler à la française comme on le fait depuis longtemps, c'est-à-dire en posant des limites, des interdictions. Et donc vraiment de changer de modèle d'organisation et de gestion de cette vague d'innovation qui arrive dans la santé. Mais Martin, moi je trouvais que les questions qui étaient posées par celles et ceux que vous avez interrogés étaient de bonnes questions. Oui, ce sont de très bonnes questions qui sont pertinentes. Mais le problème, c'est ce qu'on disait, on ne peut pas répondre à toutes ces questions dès aujourd'hui. Et donc, pour laisser place à l'innovation, pour que les différentes parties prenantes, que ce soit les startups, que ce soit le monde médical, puissent avancer, puissent proposer des solutions, il faut, pour l'instant, peut-être oublier ces questions, ou du moins proposer seulement des guidelines, des objectifs, et ne pas essayer de réglementer, de réguler chacune de ces questions dès le départ. Martin, moi j'ai quand même retenu pour conclure notre entretien que quand même Dominique Magne nous a rappelé que nous vivions dans un système social, et en tout cas que nous devions à la fois tenir compte des idées fondamentales de notre système, de l'histoire également, et des traditions de notre système de santé. Tout à fait, mais ce qu'il proposait également, c'était un changement de paradigme. De vraiment ce lâcher-prise dont parlait la ministre de la Santé. Je crois que c'est vers ça qu'il faut s'orienter aujourd'hui pour accompagner l'innovation. C'est excitant la santé pour un jeune ingénieur comme vous? Oui, vraiment. C'est un choix? Oui, c'est un choix. Ouais. J'avais choisi la biologie et ça, le monde médical m'attire vraiment. Ouais. Madame, vos étudiants s'intéressent vraiment à la santé? C'est plus excitant que l'armement, la voiture, l'automobile? Ce que je peux dire, c'est que ça fait maintenant à peu près 15 ans que je suis dans cette école et j'ai vu très, très, très clairement sur, je dirais, les 5 à 8 dernières années, une différence de motivation. C'est-à-dire que quand je fais les entretiens de tous les élèves qui souhaitent venir dans l'option,
Il y en a, on va dire, ils sont entre 10 et 15 selon les années. Donc, sachant qu'à l'école des mines, les promotions sont petites, hein, c'est une centaine d'élèves, 100, 120. Donc, ça fait beaucoup d'élèves, finalement, si on est entre 10 et 15 sur 120 élèves. Et la quasi-totalité de ceux qui viennent dans l'option biotech viennent parce qu'ils s'intéressent aux questions de santé. Ce sont des bons. Ce sont les meilleurs. Ils sont tous bons. Non, enfin, ils sont tous motivés. Je veux dire, à ce stade, voilà, on les sélectionne pas par rapport à leurs notes. On considère que. Et vous avez l'impression, madame, voilà, que les médecins ou les soignants que vous rencontrez leur ouvrent la porte grande ouverte. Ils sont intéressés par ces ingénieurs. Alors, ça c'est une question intéressante parce que ça fait déjà pas mal d'années que j'entends. Oui, les domaines de la santé, les médecins ont besoin des ingénieurs, on les attend, on a beaucoup de questions, de problèmes à leur soumettre. Donc effectivement, il y a toujours un bon accueil, une bienveillance, un intérêt. Les élèves n'ont aucun problème pour trouver des stages et des choses comme ça. Après, quand il s'agit finalement de choisir le domaine de la santé pour faire carrière, j'en ai, puisqu'il y a maintenant un groupe, donc je commence avec le temps à avoir plusieurs dizaines d'élèves qui sont dans ce domaine, mais il y a toujours le frein. J'en ai régulièrement qui reviennent vers moi et qui me disent qu'ils changent au bout de 5 ans vers d'autres domaines parce que le domaine de la santé, ça reste quand même l'âge casse gardé des médecins, des pharmaciens. Et un ingénieur, aussi brillant soit-il, aussi motivé soit-il, aura parfois une forme de légitimité à défendre. Ça évolue, mais alors c'est moins vrai dans le domaine des technologies de l'information, parce que là évidemment c'est plus leur domaine d'expertise de départ. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont très motivés et les portes s'ouvrent. Et les portes s'ouvrent progressivement. Vous savez, ça me rappelle, et on va terminer comme ça, si tu le veux bien, Frédéric, François Doss, qui a écrit un livre sur Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, c'est le philosophe très à la mode, vous le savez, et qui le rencontre à 90 ans, peu avant sa disparition, sa mort, lui dit « Maître, je voudrais vous voir pour que vous me disiez tout ce que vous avez fait. » Et il lui a répondu « Écoutez, moi, en raison de mon grand âge, ce que j'ai fait ne m'intéresse plus, je me tourne vers l'avenir. » Il avait 90 ans. Ça conclut notre rencontre. Frédéric, c'était bien, c'était sympa, on les applaudit. Et puis, on va non pas vous libérer, hein, Frédéric, mais... Non, je vous invite évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à aller dans la... Alors, je voudrais... vas-y, aller sous la verrière, si vous le souhaitez, pour découvrir des solutions, prendre un café. On voulait également remercier les équipes, peut-être avant que vous bougiez, qui nous ont aidés nos anges et nos fées. Voilà, qui nous ont aidés à organiser cet événement. C'est toujours un événement en plus de ce qu'on fait par ailleurs, parce qu'on a un métier par ailleurs ici chez BePatient et chez Hortus. Et donc on remercie l'équipe de Gauthier. Alors je pourrais pas citer tous les noms, mais Laetitia, Manon, enfin toute l'équipe. Une petite pensée à Audrey. Une pensée à Audrey qui est en congé maladie, mais qui a ardemment soutenu ce projet. À Françoise qui travaille avec Pascal, à Renaud qui relaie cet événement sur ces plateformes. Pour Presse Info Plus. Voilà, un grand merci. Pierre à la caméra. À Pierre à la caméra, oui. Et on espère, on vous contactera pour peut-être 2 choses, déjà par mail pour avoir peut-être une petite appréciation, un petit retour, un feedback de votre part. Ça nous aidera à préparer sur cette première les autres pour améliorer la seconde. Et puis vous inviter à venir en février prochain, dans quelques mois. Et le sujet, c'est la prévention dans tous ses états. Donc on essaiera d'aborder sur le même mode la prévention, de la prévention primaire à la prévention secondaire. Voilà. On a plein d'initiatives et ça ne sera pas la seconde, hein, ça sera la 2e parce qu'il y aura une 3e, il y aura une 4e, il y aura une 5e, hein, Frédéric. À bientôt, bon retour et merci. À bientôt, merci beaucoup.